Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de Dependency Track. Et pour commencer, je vais vous demander de remonter un peu dans le temps, jusqu'en décembre 2021. Vous arrivez, on est le 10 décembre, vous arrivez au travail et là c'est la panique. Il y a une annonce qui vient d'être faite sur une vulnérabilité surnommée Log4Shell. Donc il s'agit d'une vulnérabilité qui est extrêmement critique, très facilement exploitable et qui permet tout simplement à un cybercriminel d'exécuter du code sur des serveurs des systèmes vulnérables, en passant par la librairie Log4j, qui est vraiment très populaire et très répandue dans les applications Java. Et vous avez des applications qui sont en production. Donc votre travail, ça va être de lister vos applications qui sont en production et de savoir si vous êtes impacté ou pas par cette vulnérabilité. Donc si vous n'avez pas à votre disposition un outil d'analyse de composition logicielle, SCA, c'est-à-dire un outil qui réalise l'inventaire des composants que vous utilisez dans votre application, eh bien, s'ensuit une recherche qui va être, une tâche qui va être très laborieuse, très chronophage. Vous allez devoir lister vos applications, vous allez devoir regarder toutes les dépendances directes, mais aussi indirectes. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Dans ce genre de situation, comment est-ce qu'on aurait pu faire pour anticiper au maximum et gagner du temps sur cette recherche qui est laborieuse et chronophage? Moi, à cette époque, je travaillais donc chez Worldline, dans la forge interne de développement de Worldline. Et on avait mis à disposition un outil qui s'appelle Dependency Track et qui a aidé énormément d'équipes, surtout de sécurité et de projets. Et du coup, on va découvrir ensemble cet outil et voir comment il peut nous aider dans ce genre de situation et bien plus encore. Donc, on va regarder un peu l'outil ensemble. Donc là, l'idée, c'est que j'ai une application et je veux vérifier si je suis impacté ou pas par Log4Shell, puisque j'ai toute une équipe qui est derrière moi et qui me demande toutes les 2 minutes si mon application elle est impactée ou pas. Donc en plus, j'ai beaucoup de stress. Donc j'avais déjà fait une analyse au préalable. Donc là, je suis sur mon rapport Dependency Track, sur mon projet, et je veux savoir si je suis impacté. Donc une première possibilité, c'est d'aller voir dans l'onglet Components et de taper directement une dépendance. Donc par exemple, je sais que c'est Log4j Core qui est impacté par Log4Shell. Bon, effectivement, j'ai cette dépendance juste ici, avec des vulnérabilités qui lui sont affectées. Donc c'est Log4Shell. Un risque score qui représente en fait le risque d'utiliser cette dépendance. Mais je pourrais aussi directement aller dans l'onglet Audit Vulnerabilities et taper le nom de la CVE de Log4Shell. C'est la 2021 44228. Effectivement, je suis bien impactée. Donc ici, j'ai 2 occurrences parce qu'en fait, Dependency Track se base sur plusieurs sources de données pour regarder et mapper en fait les dépendances entre les vulnérabilités qui sont affectées. Donc là, j'ai bien la vulnérabilité Log4Shell. Donc si je regarde un peu plus de détails sur la vulnérabilité que Dependency Track me donne, déjà j'ai une petite description. Donc souvent, elle est assez concise, mais c'est très bien comme ça. Souvent, on a donc une description de la vulnérabilité, ce que ça implique d'être impacté par cette vulnérabilité. On a souvent aussi des petits détails sur quelle version pourrait fixer cette vulnérabilité-là de ma dépendance. On a des indicateurs, comme le CVSS, qui représente en fait le risque si la vulnérabilité elle est exploitée. Donc là, 10, c'est le maximum. Le PSS, qui représente la facilité d'exploiter cette vulnérabilité pour un cybercriminel, en fait, entre 0 et 1, 1 étant le maximum aussi. J'ai aussi donc différents liens si jamais j'ai envie d'en savoir plus sur la vulnérabilité, voilà, c'est toujours intéressant. Et j'ai aussi un petit onglet qui en fait liste tous les projets qui sont affectés par cette vulnérabilité dans mon périmètre, sur Dependency Track. Donc là, déjà, en quelques clics, je sais immédiatement quelles applications sont impactées et quelle va être à peu près ma charge, en tout cas, sur quelles applications je vais devoir aller regarder et vérifier les dépendances et faire le nécessaire pour fixer la vulnérabilité qui est présente. Nous, chez Worldline, les équipes de sécurité, elles se sont énormément basées sur cette vue-là pour savoir quel projet avait la vulnérabilité Log4Shell et aller les prévenir pour qu'ils fassent le nécessaire. Après, il faut savoir que sur Dependency Track, il y a tout un système de notification qui vous permet en fait de recevoir des mails de manière automatique ou que Dependency Track vous crée des tickets Jira ou vous notifie via des webhooks lorsqu'une vulnérabilité arrive sur votre application. Donc, par exemple, cette application-là,
outre le fait qu'il y ait Log4Shell dessus, elle part en production. Et dans 4 mois, donc il n'y a plus de développement dessus, je lance plus de pipeline, je lance même plus d'analyse. En fait, Dependence Track, lui, continue d'analyser tous les jours les composants. Et dans 4 mois, s'il y a une vulnérabilité qui apparaît, il va pouvoir me notifier. Donc je vais pouvoir réagir le plus rapidement possible sans aller voir mon rapport, sans devoir faire des analyses, etc. Donc ensuite, bon, c'est bien beau de savoir qu'on est impacté, maintenant il faut fixer le problème. Là, ici, il s'agit en fait d'une dépendance qui n'est pas directe dans mon application. Donc ce n'est pas comme si je pouvais juste la mettre à jour. Et là aussi, Dependence Track nous vient en aide. Il fournit ce qu'on appelle un dependency graph. Donc il y a un onglet dédié. Et c'est, comme son nom l'indique, c'est un graphe de toutes les dépendances de votre application. J'ai aussi un lien direct depuis une dépendance donnée. Donc si on regarde un peu plus en détail, donc celle en verte, c'est la dépendance sur laquelle j'ai cliqué, c'est Log4j Core, celle qui a la vulnérabilité Log4Shell. Et je vois en fait que je tire cette dépendance de Spring Boot Starter Log4j2. Donc je sais que je vais devoir agir à ce niveau-là, en tout cas, si je veux fixer mon problème. Et en plus, on a un petit indicateur ici qui nous dit en fait, enfin Dependence Track nous dit que ce n'est pas la dernière version qui existe pour cette dépendance. Donc potentiellement, on pourrait mettre à jour cette dépendance-là et peut-être que cette mise à jour inclut un fixe de sécurité. Donc là, on a gagné vraiment énormément de temps, en tout cas en termes d'analyse de l'impact que ça pourrait avoir et comment on pourrait fixer, ça nous donne vraiment beaucoup de pistes. Donc là, on vient de voir la fonctionnalité principale de Dependence Track, qui est de détecter des vulnérabilités. Il nous fournit donc un inventaire des composants qu'on utilise, et aussi de la détection de vulnérabilité et est capable de nous notifier pour qu'on réagisse le plus rapidement possible s'il y a une vulnérabilité qui est détectée sur notre application. Bon, maintenant, ce n'est pas le seul cas d'utilisation. Imaginons demain, vous avez un projet legacy qui n'a jamais eu d'audit de sécurité et puis vous décidez d'en faire un. Bon, on peut déjà s'imaginer que sur Dependency Track, ces indicateurs-là, qui sont le nombre de vulnérabilités par sévérité, donc là les critiques, etc., ces chiffres-là, ils risquent d'être assez élevés quand même. Donc, comment est-ce qu'on peut agir et comment on fait pour prioriser tout ça? En fait, Dependence Track vient vraiment nous aider à reprendre le contrôle sur l'aspect déjà d'aide technique, puisque comme je l'ai dit, on a tous ces indicateurs, donc les petits triangles qui nous indiquent que nos dépendances ne sont pas à jour. Et ensuite, si on veut fixer vraiment les vulnérabilités, donc sur l'onglet Audit Vulnerabilities, une première approche, ça pourrait être de se dire, bon, je trie toutes mes vulnérabilités par sévérité, je prends les plus critiques, et puis je commence par là. Bon, là, le truc, c'est qu'il y en a quand même 14. Et cette représentation, elle ne nous indique pas laquelle parmi les plus critiques il faudrait fixer en premier. Ça reste difficile de prioriser. Et c'est pour ça qu'on a un autre onglet qui s'appelle Exploit Predictions, qui est en fait une représentation de vos vulnérabilités sur un graphique. Donc sur l'axe des abscisses, vous avez le CVSS. Donc comme je l'ai dit, c'est l'impact si la vulnérabilité elle est exploitée, entre 0 et 10, 10 étant le plus critique. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez le PSS, qui est donc la facilité d'exploiter cette vulnérabilité. Donc là, on a un coup d'œil. On sait déjà qu'il va falloir se concentrer sur tout ce qui est à droite et en haut. Donc, bon, celle-ci, c'est Log4Shell. C'est la plus critique. Mais ensuite, s'il fallait choisir et prioriser entre les vulnérabilités à traiter, puisque celles-ci, en fait, qui sont sur l'axe, elles ont toutes le même impact en termes de criticité, elles sont toutes à 9,8. Et en fait, il faut commencer du haut et puis après descendre vers le bas. Donc voilà, en quelques coups d'œil, on est capable de voir et de mieux comprendre comment prioriser les vulnérabilités à traiter et comment agir. Une fois qu'on s'est dit, bon, je vais traiter la vulnérabilité, je vais commencer par Log4Shell, ici. Depuis l'onglet Audit Vulnerabilities, Dependence Track nous permet de référencer en fait notre avancée dans ce traitement, dans cette tâche laborieuse de fixer nos vulnérabilités. Donc par exemple ici, si je reprends Log4Shell, en fait, Dependence Track nous permet de mettre des statuts sur les analyses. Donc en fait, on peut mettre par exemple ici, je vais mettre que je suis en train de regarder, donc je la mets en in triage. Je peux mettre un petit commentaire, je peux vraiment suivre mon avancée sur mon analyse et mon audit de sécurité que je fais sur mon application. En plus de tout ça, Dependence Track nous fournit plein d'exports, donc de
ces informations-là, par exemple, toutes les décisions que vous prenez sur votre projet, tous les composants que vous avez. Et je sais qu'il y avait chez Worldline énormément de projets qui se basaient sur ces exports pour fournir directement à leurs clients la liste des licences qu'ils utilisent. Parce que des fois, dans les contrats, c'est demandé et ça peut être assez difficile de lister tout ça. Donc Dependence Track nous permet de le faire très facilement. Sur ma slide. Du coup, là, on vient de voir qu'en fait, Dependence Track il va plus loin parce qu'il permet de prioriser les vulnérabilités qui sont à traiter. Et il nous fournit pour ça déjà de la mise en avant de tout ce qui n'est pas à jour et aussi un véritable workflow en fait, d'audit et d'analyse en termes d'audit de sécurité avec des exports et plein d'informations que vous pouvez du coup traiter. Maintenant, comment est-ce qu'on le met en place? Ce n'est pas le tout d'avoir le rapport, il faut l'avoir. Pour mettre en place une analyse avec Dependence Track, c'est très simple. En fait, tout ce qu'il vous faut, c'est un BOM. Donc, à partir d'un BOM, qui est un Bill of Material, donc c'est en fait l'inventaire de ce que vous utilisez, vous le donnez à manger à Dependence Track et Dependence Track fait le reste. Pour générer ce BOM, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle CycloneDX. Alors, CycloneDX, c'est un outil qui est étroitement lié à Dependence Track, puisqu'en fait, le créateur de Dependence Track fait partie des membres de CycloneDX. Donc, il y a une très grosse corrélation entre les deux. Mais CycloneDX, c'est un outil du coup, qui vous permet de générer très facilement des BOM. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à les donner à Dependence Track et le travail est fait. Donc, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble pour de vrai. Hop. Du coup, là, j'ai mon application sur laquelle j'avais lancé mon analyse Dependence Track dans ma pipeline. Donc là, vous pouvez voir ces deux commandes, vraiment très simples. J'utilise le plugin CycloneDX pour Maven pour générer mon BOM. Et une fois que c'est fait, je le donne à manger à Dependence Track via son API. Et c'est bon, il n'y a rien de plus. Du coup, je lui donne quand même quelques paramètres. Donc, un token, évidemment, puisque Dependence Track est un outil de sécurité, donc il est sécurisé, on l'espère. Un BOM, c'est ce que je lui donne à manger. Et différents paramètres. Donc là, AutoCreate pour créer des rapports à la volée. Et un name et une version qui sont en fait des moyens pour identifier les rapports côté Dependency Track. Donc, sur un rapport, en fait, côté Dependence Track, donc ici, My App, ça va être le name, et Master, la version. Je peux changer, en fait, et naviguer entre différents rapports, par exemple ici. Sur les onglets qu'on n'a pas encore passés, du coup, j'ai une vue d'ensemble sur l'évolution, en fait, des vulnérabilités sur mon rapport. Je peux voir dans le temps si j'ai réussi à traiter ou si ça fait qu'augmenter. Les composants qu'on a déjà vus. Les services, qui vous permettent de référencer en fait tout ce qui pourrait être qui est en fait une dépendance mais pas directe. Par exemple, ici, moi, mon application, elle utilise un endpoint de GitHub Advisories. Du coup, je l'ai référencé dans mes services. Le dependency graph, toutes vos vulnérabilités, l'exploit predictions, et enfin les policy violations, qui sont en fait c'est des directives que vous pouvez configurer sur Dependency Track et qui font particulièrement sens en fait, dans un contexte d'entreprise, par exemple. Si votre entreprise elle décide que vous n'avez pas le droit d'utiliser telle licence ou tel composant ou d'avoir telle vulnérabilité, par exemple là j'ai mis Log4Shell. Du coup, ça remonte en fait des alertes sur les policy violations et vous pouvez aussi mettre des décisions d'audit dessus. Mais du coup, ça va plus loin que juste les vulnérabilités qui sont référencées. Vous pouvez vraiment customiser ce que vous souhaitez voir dans vos applications ou pas. Du coup, si on regarde un peu plus le BOM en détail, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est l'inventaire de vos composants que vous lui avez donné. Et lui, Dependence Track, il a juste fait le travail en fait, d'aller demander à toutes ces sources de données et de mapper justement les vulnérabilités qui sont associées à ces dépendances-là. Du coup, vous pouvez avoir donc, plusieurs rapports. Il y a une vue avec tous vos projets. Vous pouvez retrouver donc, cette vue d'ensemble et retrouver aussi ce risque score qui représente en fait, l'agrégation de toutes vos vulnérabilités par sévérité. C'est calculé en fait. C'est une pondération en fait, entre toutes vos vulnérabilités qui vous donne ce score et qui vous permet de voir en fait, quelle est votre application sur laquelle vous devriez peut-être agir le plus vite. Il y a aussi une notion de hiérarchie dans Dependency Track qui vous permet de mieux vous organiser
Après, pour le moment, il n'y a pas de bonne pratique qui a été mise en avant par l'outil. Mais voilà, ça existe. C'est une manière en fait, de voir les choses. C'est pas le modèle que nous, on avait adopté chez Worldline. Nous, on avait vraiment fait ce name et version, parce que ça permet de facilement, depuis le CI, créer des rapports à la volée. Après, voilà, c'est une possibilité qui existe. Je pense qu'on a fait le tour de l'outil de manière assez générique. Du coup, cet outil, c'est un outil qui est open source, qui a 11 ans, qui est soutenu par la fondation WASP. Il a une communauté qui est grandissante et il s'intègre dans un écosystème de technologies voilà, qu'on connaît tous. Il fonctionne, vous l'avez vu, donc c'est vraiment 2 commandes, générer un BOM et faire un curl. Je veux dire, c'est vraiment juste, tout vient là à générer ce BOM. Donc il supporte, SequentDX supporte aujourd'hui le .NET, le Go, tout plein de technologies. Nous, chez Worldline, on n'avait pas eu de projet qu'ils ne pouvaient pas utiliser, puisque de toute façon, c'était impératif d'utiliser Dependency Track. Donc on n'avait pas eu de remontée à ce niveau-là, mais voilà, c'est vraiment un outil qui a énormément évolué sur les 5 dernières années où j'ai pu le découvrir. Nous, chez Worldline, on avait même ajouté des fonctionnalités supplémentaires autour de cet outil-là. On avait fait un peu comme les Quality Gates dans SonarCube, on avait fait des Security Gates. Et ça permettait en fait de faire échouer les pipelines lorsqu'il y avait une vulnérabilité critique qui était remontée. Comme ça, pas d'application en production avec une faille très critique. On avait aussi implémenté un script pour faire des commentaires dans les merge requests, des analyses dependency track. Tout plein de choses. Les exports de rapports PDF pour fournir directement au client les informations qu'on retrouve dans dependency track. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un outil qui a énormément de potentiel, qui a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de bugs aussi, ça c'est indéniable, mais en tout cas la communauté elle est très réactive. Ceux qui collaborent sur l'outil ils sont vraiment très réactifs aussi, et ils font des releases très régulières. Donc voilà, il y a tout à gagner à utiliser Dependency Track. En tout cas, c'est vraiment un outil qui n'est pas, on va dire, isolé dans son coin avec ses trucs. Non, il s'intègre vraiment dans un bel écosystème. Et je pense que ça peut vraiment réconcilier les équipes et les développeurs avec la sécurité. Parce que ce n'est pas toujours un combat qui est simple. Du coup, moi, c'est Elisa de Gobert. Je travaille aujourd'hui chez Hopper, mais j'ai travaillé 5 ans chez Worldline au sein de la forge interne de développement de Worldline. Et on mettait en fait à disposition cet outil pour les projets de Worldline. Donc j'ai participé à sa mise en place, à plein d'intégrations autour de cet outil. Évidemment, je n'ai pas tout dit. Donc si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas. J'en vois déjà une. Voilà, donc même maintenant, c'est avec plaisir. L'outil, par exemple, pour un projet Maven peut proposer une bloc de dépendance avec plutôt les versions qui ont le fixe ou bien le patch, par exemple des vulnerabilities identifiées. Ça peut faire ça ou... J'ai pas bien compris la question. Alors, oui. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un projet Maven qui utilise un plugin X attaqué par la version, par exemple, 3. Et c'est identifié qu'il y a une vulnérabilité. Du coup, les développeurs du plugin ou bien du dépendance ont patché cette vulnérabilité. Ils ont fait un nouveau release, par exemple 3.0.1. Est-ce que l'outil, par exemple, peut me proposer un bloc, par exemple pour un projet Maven, un bloc de dépendance avec la nouvelle version qui contient le patch? En fait, il va te mettre en avant que ta version, c'est pas la dernière et qu'il y en a une plus récente. Il va te l'indiquer. Après, il va pas te proposer une pull request ou une merge request en te disant tiens, prends toutes ces dépendances là et celles-là elles sont à jour. Déjà parce que, après je pense que ça peut être dangereux dans le sens où une montée de version, des fois ça a des breaking change, ça peut avoir des gros impacts, mais non, il propose pas ça. Ça c'est plus Dependabot, je pense, qui fait ce travail-là. Mais non, pas Dependency Track. Voilà. Oui. Tu as montré l'utilisation de Dependency Track pour suivre des dépendances de code applicatif. Ouais. Mais est-ce que ça gère aussi la partie livrer des systèmes, dans des images Docker?
Alors, je sais qu'ils sont en train de faire une intégration avec Trivi, mais moi, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser pour autre chose que pour des dépendances d'applications basiques. Mais ils sont en train de s'intégrer en fait avec comment dire. Ils ont en fait des sources de données comme on a vu NVD, GitHub Advisories, mais il y a aussi Snyk, Google, enfin OSV, si je dis pas de bêtises, c'est OSV. Et plus ils vont rajouter de sources, en fait, l'idée c'est quand même que Dependstrack ait accès aux sources avec les vulnérabilités, sinon ça n'a pas de sens de juste lui donner un BOM avec des dépendances qui ne peut pas mapper. Mais je sais qu'ils sont en train de travailler là-dessus, ouais, sur l'intégration avec Trivi. Mais pas plus. Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen de faire le lien avec tes déploiements, par exemple sur un cluster Kubernetes, de dire ok, il y a tel CVE, ça impacte tel appui, et telle version est actuellement déployée, donc vraiment la version qui est déployée, elle contient cette dépendance sous cette version, et donc elle est impactée. Parce que ça a l'air d'être lié surtout à Git, c'est ça? Non, c'est pas lié à Git, en fait, c'est... Alors, non, c'est parce que c'est le modèle que je vous ai montré. Ouais, ce que je veux dire, c'est que dans les failles, vous voyez les branches, tout ça, mais... En fait, c'est moi qui ai choisi le nom, mais en fait, ici, j'ai mis master parce que je l'ai créé depuis mon CI et que j'ai passé une variable de CI, de GitLab. Mais en fait, ça pourrait être une version fixe, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être back-end. Vraiment, il n'y a pas de nomenclature. Et c'est vrai qu'un défaut de Dependstrack, c'est qu'aujourd'hui, il ne gère pas les branches. Il n'est pas capable, comme Sonar, de faire de la comparaison de branches et de rapports. Mais si toi, dans ton cas d'utilisation, si je reviens à ta question, en fait, ça voudrait dire que tu ne peux pas faire évoluer ton rapport. Admettons, demain, tu livres ton application en version 1.0.0 et que tu fais ton rapport. Si tu continues de travailler sur ton application, il faut que tu recrées un autre rapport. Parce que lui, il va évoluer dans son coin, mais si demain, tu rajoutes une autre dépendance, ce n'est pas versionné dans l'outil. Donc, ça me paraît un peu compliqué. Enfin, ça voudrait dire avoir un rapport pour chaque version. Et puis en plus, ça voudrait dire que comme Dependstrack, lui, il analyse tous les jours, par défaut, tous les rapports, bah, en termes de charge sur l'outil, pour rejoindre le discours sur l'écologie, c'est pas cool. Okay.